La crise migratoire européenne au menu du sommet informel de La Valette aujourd'hui. Après le verrouillage de la route des Balkans, les Européens tentent de résoudre le casse-tête de la Méditerranée centrale. Dans les semaines qui viennent, l'Union s'attend à un afflux massif de réfugiés sur les côtes italiennes, principalement en provenance de Libye. L'idée, et on va en discuter, serait décalquée sur la Libye, l'accord passé en mars dernier entre l'UE et la Turquie. Un duplicata qui s'annoncerait très délicat tant la situation libyenne, évidemment, est incertaine. Notre invité ce matin est un spécialiste des flux migratoires, professeur à Sciences Po Paris et à l'Université de Liège. François Gémen, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin dans notre studio de Paris jusqu'à 8h. Je vous en prie. Les périlleuses, très périlleuses et très dangereuses traversées de la Méditerranée centrale ont déjà atteint l'an dernier un niveau record. Il faut donner des chiffres. Parfois, 180 000 migrants partis pour 90% de la Libye. 5 000 personnes ont payé ce difficile périple de leur vie l'an dernier. 5 000 personnes. François Gémen, une question très concrète là pour le coup. Est-ce que vous estimez qu'avec les beaux jours, le retour du printemps, dans quelques semaines, un nouvel afflux massif est à craindre ? C'est probable, hélas, puisqu'on sait que les traversées sont quand même largement déterminées aussi par la météo, et donc plus il fait beau, plus la mer est calme, et plus les gens lancent des embarcations à la mer, et donc on peut effectivement, avec l'arrivée des beaux jours et du printemps, craindre qu'il y ait davantage d'embarcations en Méditerranée, et donc aussi davantage de naufrages, puisque cette route depuis la Libye est aussi une route qui est particulièrement dangereuse. Vous rappelez le chiffre en introduction. Il faut dire que 2016 a été l'année de l'histoire la plus meurtrière pour les migrants et pour les réfugiés, avec ce chiffre record de 5000 décès. Ça veut dire que pour tous ceux qui prenaient la mer, il y en avait environ 1 sur 79 qui n'arrivait jamais à destination, qui trouvait la mort en cherchant l'Europe. 1 sur 79, c'est considérable. Alors, l'Europe, évidemment, ne reste pas les bras croisés. Il y a eu des opérations navales du type de celle qui s'appelle Sophia, lancée en 2015, pour tenter d'enrayer le phénomène. Visiblement, puisqu'on articule ces chiffres, ces opérations sont assez peu efficaces pour tenter de casser le business model des passeurs. C'est aussi le constat que vous faites, François Gémen ? Bien entendu, ce sont des opérations qui sont vaines et inefficaces parce qu'elles veillent avant tout à essayer de fermer les routes migratoires, à essayer de fermer les frontières. Or, comme les migrants et les réfugiés ont absolument besoin de franchir les frontières, ça veut dire qu'ils doivent avoir recours aux passeurs. Et donc, plus on va essayer, ça paraît paradoxal, mais plus on va essayer de renforcer la frontière, de la contrôler, plus on va renforcer le business des passeurs. Et en réalité, toutes les opérations de police que l'on lance pour essayer de fermer les routes migratoires, ça ne fait que renforcer le business des passeurs. Aujourd'hui, l'Union européenne, en quelque sorte, a confié les clés de sa politique d'asile et d'immigration aux passeurs. Ce sont eux qui décident qui arrive, à quel prix, où et dans quelles conditions. Terrible raccourci, mais qui semble véridique, François Gémen. Terrible raccourci. L'Union européenne a confié les clés de la gestion des canaux migratoires aux passeurs, c'est ce que vous dites ? L'Union européenne ne parvient pas aujourd'hui à s'entendre sur une politique commune en matière d'asile et d'immigration. Chacun fait n'importe quoi, chacun agit dans son coin en essayant de renvoyer le problème aux voisins. Le résultat, c'est que ce sont les passeurs qui, effectivement, ont pris le contrôle des flux migratoires et qui déterminent qui arrive. Et on est incapable aujourd'hui d'aller au-delà d'un raisonnement qui soit une opération de police ou de fermeture des frontières. On est incapable d'essayer de voir comment on peut organiser ces flux plutôt que d'essayer de leur résister, ce qu'on sait par nature être une entreprise vaine. Bon, ce qu'on pourrait rétorquer aussi, c'est que sans ces contrôles, il y aurait eu encore beaucoup plus de morts, non ? Honnêtement, je ne pense pas. Il faut bien savoir que ce sont des opérations de police qui n'ont pas du tout vocation à être des opérations humanitaires ou de secours en mer. Mais de facto, elles se sont transformées en opérations humanitaires. Parce que, effectivement, les lois de la mer imposent que lorsqu'une embarcation croise un bateau en détresse, ils doivent lui porter secours. Mais ce n'est pas la vocation première de ces opérations, d'une opération comme l'opération Sophia. Et aujourd'hui, ces opérations de secours sont largement assurées en Méditerranée par des organisations privées, par des organisations comme SOS Méditerranée, par des associations comme Médecins sans frontières, par exemple. Est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce qu'il faut laisser ça au privé ? Est-ce que vraiment l'UE doit se retirer de cet aspect-là ? Qu'en dites-vous ? Non, bien entendu, je pense que c'est un scandale aujourd'hui que des organisations humanitaires privées doivent pallier les carences de l'Union européenne en la matière. Je pense qu'il y a urgence à relancer une opération humanitaire de grande ampleur en Méditerranée et pas seulement une opération de police. Et puis surtout, il y a urgence à rétablir des canaux de migration et d'asile sûrs vers l'Union européenne pour que ceux qui ont un besoin impérieux de venir puissent le faire en avion
plutôt qu'en bateau, et donc n'ait pas besoin de dépenser des fortunes aux passeurs, et surtout, ait la garantie d'arriver vivant. Donc vous dites qu'il faut en fait créer des canaux de migration légale, c'est ça, François Gémen? Par exemple, via des visas humanitaires que les ambassades de l'Union européenne pourraient délivrer dans les pays de départ et qui permettraient aux gens qui ont besoin de venir de le faire par avion. Si aujourd'hui il y a tant de gens qui sont obligés de confier leur vie aux passeurs et de monter dans ces embarcations de fortune, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens légaux, c'est parce que les frontières européennes sont fermées. Souvent les gens s'imaginent que les frontières extérieures de l'Union européenne c'est une passoire et que vient qui veut. C'est le contraire. Aujourd'hui, pour ceux qui veulent venir, il faut risquer sa vie en Méditerranée, il faut débourser des milliers d'euros aux passeurs. Alors, si on crée ces canaux humanitaires, ces ponts aériens en quelque sorte, comment éviter que ça ne se transforme en canal de migration économique? Je sais que c'est une question délicate parce que souvent, et vous en êtes probablement, certaines personnes ne font pas le distinguo entre réfugiés humanitaires, enfin réfugiés de guerre et réfugiés économiques. D'autres font ce distinguo. Mais comment traiter cette question-là qui est vraiment délicate? Vous avez raison de le dire, c'est une question qui est délicate parce que sur le terrain, les motifs de migration se mêlent souvent les uns aux autres. On n'est plus dans une logique comme ça a pu être le cas dans les années 50 ou 60, où les gens migrent de A à B pour une raison précise. Aujourd'hui, les gens vont avoir des itinéraires très étalés, très complexes, où les motifs de migration vont se superposer et s'additionner les uns aux autres. Comment trier le bon grain de livret, là? C'est ça. Et donc, il y a des facteurs politiques, économiques, environnementaux qui vont se mêler les uns aux autres. Et les gens qu'on va trouver dans les bateaux migrent souvent pour des raisons très très différentes les unes des autres. Et donc, cette obsession du tri qu'on fait entre réfugiés et migrants économiques, en réalité, dans la réalité des faits, elle est très difficile à faire. Elle est très difficile à faire, mais puisque vous proposez quelque chose de concret, ces permis, ces canaux de migration légale, ces gens-là sont en Libye. Comment on les choisit? À qui est-ce qu'on donne ces billets d'avion pour pouvoir venir en Europe? Comment est-ce qu'on fait très concrètement? Parce que la situation est urgente, là, François Gémen. Alors, soyons clairs. Les gens sont en Libye parce que c'est là que sont les points de départ des passeurs, parce que la Libye est la dernière étape d'un parcours migratoire. La première étape, si on met en place des visas humanitaires ou des voies d'accès légales vers l'Union européenne, c'est que les migrants ne soient plus obligés d'aller jusqu'en Libye et puissent faire la démarche directement auprès des ambassades dans leur pays de départ. C'est-à-dire Mali, Nigeria, Soudan, etc. Par exemple, c'est ça. Il ne faut pas oublier que pour aller jusqu'en Libye, il y a tout un parcours avec des passeurs qui est souvent très pénible et au cours duquel les migrants font face à de très nombreuses exactions et violences. Et donc, dans leur pays de départ, à ce moment-là, l'Union européenne, s'il avait une politique concertée d'asile et d'immigration, pourrait voir à qui elle octroie ces visas, sur quelle base, on peut imaginer des quotas annuels ou ce genre de choses, et à ce moment-là, les gens pourraient venir en avion, et c'est ça qui démantèlerait le business des passeurs, c'est ça qui mettrait un peu d'ordre aujourd'hui aux frontières extérieures de l'Union européenne, et certainement pas le type d'accord comme celui que l'Union essaie de conclure aujourd'hui avec la Libye. Donc ce serait une sorte de travail sur le long terme entre l'Union européenne et ces pays subsahariens que je citais, Tchad, Nigeria, le Mali aussi. On créerait des antennes relais où l'on s'occuperait de ces questions de canaux de migration légale. On choisirait qui aurait droit, qui n'y aurait pas droit. Est-ce qu'on peut le faire avec ces pays-là? Est-ce que ce sont de bons interlocuteurs? Qu'en dites-vous, François Gémen? Est-ce que c'est possible, tout simplement, de faire comme ça? Soyons clairs, certains sont évidemment meilleurs que d'autres. Et il y a des pays aujourd'hui avec lesquels il est quasiment impossible de dialoguer parce que leur gouvernement ne fonctionne pas. Lesquels, en l'occurrence? La Libye, oui, bien sûr. La Libye en premier lieu, mais on peut penser à l'Érythrée aussi, qui est avec un gouvernement dictatorial. Donc le canal clandestin va se poursuivre avec ces pays-là, forcément. Sauf si on parvient à faire des accords avec les pays voisins, par exemple. Oui. Je pense que l'Union européenne doit en tout cas se mettre dans une logique de coopération de long terme avec les pays d'origine et de transit sur un pied d'égalité, qui pose les choses à plat et qui regarde comment on peut organiser et gérer les migrations. Jusqu'ici, l'approche de l'Union européenne avec les pays de départ et de transit, c'est de dire on va vous donner plein d'argent d'aide au développement et en échange, vous allez garder vos populations chez vous. C'est une fausse approche. C'est une fausse approche, c'est une logique qui est profondément déséquilibrée et surtout qui part sur de faux principes. L'idée qu'en déversant de l'argent pour l'aide au développement, les gens vont rester dans leur pays, simplement ne marche pas.
Et donc, plutôt que d'essayer de vouloir résister sans cesse à l'immigration, qui est un facteur structurel et qui va arriver de toute façon, il vaut mieux essayer de se poser la question de savoir comment on va pouvoir l'organiser dans l'intérêt, bien entendu, des migrants et des réfugiés, mais aussi des pays d'accueil et de destination. Vous remettez sacrément en cause toute la philosophie de l'aide au développement, là, et j'entends ce que la Suisse fait aussi, la DDC, c'est une sacrée remise en cause, là, François Gémen. Bien sûr, parce qu'on lit souvent aide au développement et contrôle des flux migratoires. Et on s'imagine, et c'est vrai que c'est une intuition qu'on peut avoir naturellement, que si on envoie davantage d'argent dans les pays au développement, ils vont se développer et les gens n'auront plus besoin de migrer. Or, c'est le contraire qui se produit. L'immigration, elle vient en premier lieu des pays qui sont un peu plus avancés, simplement parce que ça coûte beaucoup d'argent de migrer. Et donc, en réalité, on a souvent l'effet inverse, malheureusement, entre développement et migration. Plus les pays vont se développer, plus ils vont aussi envoyer de migrants, tant qu'il subsistera un différentiel entre le pays d'origine et le pays de destination. C'est la raison pour laquelle il faut faire de l'aide au développement pour ce qu'elle est, pour des développements, et certainement pas avec un objectif de politique migratoire derrière la tête. Donc on cesse d'envoyer de l'argent comme ça, tous azimuts Je ne dis certainement pas qu'on cesse d'envoyer de l'argent, mais il faut le faire pour de bonnes raisons, et certainement pas en utilisant cet argent comme une sorte de contrepartie au contrôle des frontières. Là, on réfléchit avec vous à la philosophie des canaux migratoires, et évidemment, on attaque le problème à la racine. Cela dit, par rapport à l'urgence de la situation, et à ce qu'on décrivait il y a quelques minutes, c'est ce printemps qui va revenir, les eaux méditerranéennes vont se réchauffer, des gens vont reprendre la mer. Qu'est-ce qu'on fait avec la Libye? Et c'est de ça qui sera question notamment dans ce sommet informel de La Valette. François Gémen, est-ce qu'on peut créer une ligne de protection dans les eaux libyennes pour décourager les départs? Qu'est-ce qu'on fait là? Je pense qu'il faut distinguer des réponses de court terme qui doivent être humanitaires vu l'urgence de la situation et des réponses de moyen et de long terme. À court terme, comme je l'ai dit, je pense que l'urgence, ce sont des visas humanitaires qui permettent aux gens de ne plus devoir avoir recours aux passeurs et qui cessent d'essayer de fermer des routes migratoires. Plus on va fermer les routes migratoires, plus les gens vont avoir recours à des routes de plus en plus longues et donc de plus en plus dangereuses. Et puis à moyen et à long terme, il faut une véritable politique concertée de l'Union européenne en matière d'asile, notamment une harmonisation des critères d'asile et pourquoi pas une agence européenne de l'asile et de l'immigration, mais ça, on en est encore très très loin. Mais par rapport à la Libye, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les chefs d'État de l'Union européenne réunis aujourd'hui doivent faire par rapport à la Libye? On sait que c'est un pays éclaté, il n'y a pas un seul interlocuteur, il y en a deux principaux, voire d'autres. Qu'est-ce qu'on Donc peut... c'est un pays, il faut le dire, c'est un pays qui est une prison à ciel ouvert pour les migrants et les réfugiés. Oui. L'ambassadeur allemand compare même le pays à un camp de concentration, qui sont des mots très lourds dans la bouche d'un ambassadeur allemand de surcroît. Qu'est-ce qu'on doit mettre sur la table? Alors, ce qu'il faut mettre sur la table, à mon sens, c'est d'arrêter que la Libye devienne un port de départ des migrants et donc permettre aux migrants qui le souhaitent de venir par d'autres routes que la Libye, potentiellement via la Turquie, potentiellement via la Tunisie, mais l'idée de renvoyer les migrants vers la Libye comme si la Libye était un pays sûr me paraît totalement surréaliste et à la limite criminel. Est-ce qu'on peut faire avec la Libye ce qu'on a fait avec la Turquie, c'est cet accord concernant la migration qu'on a obtenu au mois de mars dernier avec la Turquie? Est-ce que c'est possible et que la Libye, sachant justement qu'il n'y a pas un seul interlocuteur? D'abord, il n'y a pas un seul interlocuteur valable en Libye. Et puis, surtout, l'accord avec la Turquie avait été critiqué parce que la Turquie ne pouvait pas être considérée comme un pays sûr pour les migrants et pour les réfugiés. La Libye l'est encore moins. S'il y avait déjà des questions pour la Turquie, comment peut-on imaginer que la Libye soit un pays sûr pour les migrants et pour les réfugiés? C'est vraiment un accord scélérat vers lequel on se dirige. Est-ce qu'on peut créer des camps de réfugiés avec des conditions dignes sur place, comme ceux qu'on a créés en Turquie ou en Grèce? Parce que vous le parliez de camps de concentration à ciel ouvert. C'est vrai qu'on rapporte des cas de torture. Enfin, c'est tout à fait terrible ce qui se passe pour ces migrants stationnés en Libye. Est-ce qu'on peut créer des camps avec des conditions dignes? Est-ce que c'est envisageable, ça? Pourquoi pas? Je pense qu'aujourd'hui, l'urgence absolue, c'est d'améliorer les conditions de vie des migrants et des réfugiés en Libye. Pourquoi pas organiser des camps directement en Libye? Et surtout, la priorité, c'est d'éviter que la Libye ne devienne la destination finale avant le passage vers la Méditerranée. Et donc, ça doit se faire via le rétablissement de routes de passage sûres et légales vers l'Europe. François Gémen, vous êtes notre invité une dizaine de minutes encore. On va parler de quelques sujets de la presse suisse romande et alémanique et qu'on va commenter ensuite. Le premier qui nous ramène à une question migratoire, évidemment, on en parlait tout à l'heure dans notre journal de 7h30, Esther Coco, le tribunal fédéral suisse durcit la pratique de l'asile
envers les Érythréens. La justice dresse des barrières plus élevées pour l'asile, titre la NZZ ce matin. Pour un Érythréen, le fait d'avoir fui illégalement son pays ne sera plus à lui seul un motif d'asile. Le tribunal fédéral appuie sa décision sur des faits. Des personnes de la diaspora érythréenne sont retournées dans leur pays pour de courts séjours sans être inquiétées après l'avoir quitté illégalement. 634 demandeurs d'asile sont concernés par cette décision de justice, mais beaucoup devraient quand même pouvoir rester en Suisse avec des statuts provisoires. L'aide suisse aux réfugiés critique, elle, cette décision dans l'Aargauer Zeitung. Elle estime que les juges ont cédé à la pression politique. Des élus de droite réclament en effet depuis longtemps plus de sévérité envers les demandeurs d'asile érythréens. François Gémen, professeur à Sciences Po Paris, je le rappelle, spécialiste des flux migratoires. Que penser de cette sévérité qu'exigent pas mal de politiciens, évidemment plutôt issus des partis de droite et pas qu'en Suisse, envers les demandeurs d'asile et les réfugiés érythréens? La question de l'Érythrée est très épineuse, pays en guerre ou pas, vie menacée ou pas. Que répondez-vous? Bien sûr, je suis un peu étonné de cette sévérité, en particulier à l'égard des Érythréens, puisqu'on sait que l'Érythrée est un pays où il y a d'abord une sorte de guerre civile et où il y a surtout un régime dictatorial qui se rapproche très fort de la Corée du Nord. C'est une sorte de prison à ciel ouvert pour les Érythréens et ceux qui veulent quitter l'Érythrée n'ont pas d'autre choix que de fuir illégalement le pays, puisque normalement ils ne sont pas autorisés à le quitter. Donc je suis un peu étonné d'une telle sévérité vis-à-vis des Érythréens en particulier. Est-ce que leur vie est clairement menacée? Pour certains, oui, leur vie est menacée, notamment ceux qui s'opposent au pouvoir, ceux qui refusent de faire leur service militaire. Et pour les autres, ce n'est pas une vie, c'est un service militaire à perpétuité quasiment. Oui, mais est-ce que ça vaut l'asile de manière quasi automatique? C'est une question qu'on se pose, on en a fait des débats ici en Suisse. J'ai tendance à considérer que c'est une forme de persécution et que vivre sous un régime dictatorial, oui, c'est une persécution politique qui doit donner lieu à l'asile. Voilà, une réponse très claire. Bon, on ne peut pas, en cette fin de semaine, ne pas parler une nouvelle fois de Donald Trump, car il nous donne beaucoup de matière. Il donne beaucoup de matière aux journalistes, aux politiques européens aussi. C'est parti pour 4 ans ou plus, disent certains. D'aucuns imaginent l'hypothèse qu'il soit réélu. D'aucuns imaginent aussi qu'il n'aille pas au terme de son premier mandat. Mais enfin, c'est pas la question ce matin. Quel comportement adopter avec le président Donald Trump? On vous retrouve, Esther Coco. Les gouvernements européens hésitent. C'est toujours dans la NZZ, ce matin, quotidien édité à Zurich. Oui, cette question sera centrale dès aujourd'hui au sommet de l'Union de La Valette à Malte. Faut-il condamner Donald Trump, le sermonner ou pactiser avec lui? L'Union européenne hésite aujourd'hui sur l'attitude à prendre. Il faut dire que la brusque prise de fonction du président américain divise le vieux continent. Visiblement, Donald Trump se fiche des valeurs libérales et sa vision de l'Union flirte avec celle des populistes de droite. Et pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement américain ne voit pas d'intérêt stratégique à renforcer l'Europe. Le président français François Hollande a opposé une réponse forte au traité anti-immigration de Donald Trump, tandis que le Hongrois Viktor Orban ne tarit pas d'éloges sur le président américain. L'Europe va-t-elle saisir l'occasion, comme le demande le président du Conseil européen Donald Tusk, de renforcer son unité de toute urgence? La question reste ouverte. Bon, moi je vois 2 questions dans ce qui vient d'être dit. Bon, la première, évidemment, c'est son décret anti-musulman, comme on l'appelle, François Gémen. Est-ce que ça aura peut-être des conséquences sur les flux migratoires dont on parle là depuis un quart d'heure? Je pense qu'à terme, effectivement, la politique générale de Donald Trump, non seulement le décret de discrimination à l'égard des musulmans, mais aussi demain peut-être le mur avec le Mexique, aura des conséquences à terme dans le fait que les États-Unis vont, dans l'esprit des migrants et des réfugiés, devenir de moins en moins une destination de prédilection, vont perdre beaucoup, je crois, de leur attractivité. Et donc je pense que oui, ça va pouvoir transformer considérablement et les flux migratoires mondiaux et aussi l'accueil des réfugiés. Les États-Unis ont mis fin à leur participation au programme de réinstallation des Nations Unies, ce qui veut dire que quasiment 80 000 réfugiés annuels se trouvent dans une situation d'attente et qu'il va falloir les envoyer autre part. Et donc ça peut avoir des conséquences tout à fait dramatiques pour les politiques d'immigration
et d'asile. Alors, quelle doit être l'attitude des dirigeants européens face à cela ? Soyons clairs, je ne voudrais pas être à leur place et je comprends la difficulté. Mais il me semble qu'on se place sans cesse dans une position de déférence vis-à-vis des États-Unis et vis-à-vis de Donald Trump et que ça devrait être, je crois, l'occasion d'abord de réaffirmer les valeurs européennes. J'ai l'impression qu'on recule d'un pas chaque jour et que chaque jour, c'est une nouvelle digue qui cède dans ce que nous acceptons. Et je pense que on est sur une pente dangereuse qui peut nous amener vers le fascisme, il faut pouvoir le dire. Et aux États-Unis, on voit que vers le fascisme, c'est déjà un peu... Ouais. Aux États-Unis, on voit que c'est déjà un peu ce qui est en train de se passer. Je pense qu'il faut absolument réagir et remettre des digues. Aujourd'hui, les digues sautent une à une. Chaque jour, nous acceptons un peu plus un comportement que nous aurions trouvé intolérable il y a quelques années. Je pense qu'il faut faire très très attention par rapport à ce qui est en train de se passer. Oui, vous avez lâché le mot-clé fascisme, évidemment, à prendre avec des pincettes. C'est en raison de ce décret de discrimination anti-musulman. Lorsque vous commencez à discriminer des gens sur la base de leur religion, sur la base de leur nationalité, sur la base de leur ethnicité, vous êtes sur une pente très très dangereuse. Il faut pouvoir le dire avec force. Cela dit, c'est aussi ce que vous souhaitez, que la réponse européenne soit celle d'une union renforcée par rapport aux États-Unis. C'est un peu le contraire qui est en train de se passer. On voit bien les fissures qui existent déjà. Le groupe de Visegrad, la Hongrie en tête, applaudit à ce que fait M. Trump. Donc cette Bien Union entendu, européenne se fissure d'autant plus, non ? Tout à fait, vous avez raison. Et j'ajouterais même que c'est sur les questions d'asile et de migration que les fissures au sein de l'Union européenne sont les plus béantes. Il faut quand même rappeler que le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne en raison de désaccords sur les questions de migration et de frontières. C'est quelque part l'incapacité de l'Europe à trouver une réponse commune, à penser un projet politique commun en matière de frontières, d'asile et d'immigration qui crée ces fissures. Et plus on attendra, plus on essaiera de résister aux migrations, plus on essaiera de laisser chacun faire dans son coin ce qu'il veut, plus il y aura des fissures et moins l'Union européenne sera unie pour réaffirmer ses valeurs. Donald Trump, encore. Ces déclarations sur la torture sont dangereuses, estime le directeur de la Commission internationale des juristes. C'est une ONG, Valérie Droux, dédiée aux droits de l'homme. Jan Siderman est interviewé dans Le Temps ce matin. Il réagit aux propos tenus par Donald Trump durant sa campagne et depuis son entrée en fonction, se déclarant favorable notamment à la simulation de noyade, voire à pire, mais s'en remettant quand même à l'avis du Pentagone et de la CIA. Ces propos sont dangereux car ils sont une attaque contre un accord universel trouvé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale qui considère la torture comme un crime. Elle était réapparue, cette torture, sous l'administration Bush fils, puis bannie sous l'ère Obama, mais sans que ce dernier ne poursuive les responsables. Le directeur de la Commission internationale des juristes espère que les déclarations du président Trump en resteront à de la simple rhétorique, mais il s'inquiète de la nouvelle administration à Washington. Purger, il utilise ce terme, purger de ses professionnels. Il craint une instabilité pour les droits de l'homme, mais aussi pour la paix. Pardon, il reste 30 secondes seulement, François Gémen. Ça va rester de la pure rhétorique, ces déclarations sur la torture, ou est-ce que ça peut aller plus loin, selon vous ? Je pense que ça peut aller plus loin. Je pense que malheureusement, c'est une nouvelle digue qui risque de sauter. Vous êtes spécialiste des flux migratoires, professeur à Sciences Po Paris et à l'Université de Liège, François Gémen. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.